Rosen Eighton, âgée de 26 ans, veuve depuis 14 mois, mariée depuis 7 heures, était assise au bord d'un lit qu'elle n'avait pas choisi. Et elle posa la seule question qui comptait. « Dois-je dormir dans votre chambre, votre grâce ?» dit-elle. « Ou dois-je être reléguée dans l'une des miennes ?» Le duc de Hargate ne leva pas les yeux du registre qu'il avait ouvert sur son bureau. C'était comme si une nuit de noces était une soirée comme les autres. Une soirée où il fallait seulement régler les comptes avant que les bougies ne s'éteignent. « Vous dormirez là où vous vous sentirez le plus en sécurité, » dit-il. Et ce fut tout. Pas un mot tendre, mais pas de cruauté non plus, ce qui était en quelque sorte pire. Car à la cruauté, au moins, on pouvait répondre. Elle avait attendu beaucoup de choses de ce mariage. Un mariage contracté en l'espace de 15 jours pour régler les dettes de son défunt mari. Et pour préserver ce qui restait du nom de sa mère. Mais elle ne s'était pas attendue à l'indifférence, déguisée si précisément en courtoisie. La chambre était froide, de cette froideur particulière des grandes demeures, celle bâtie pour la défense plutôt que pour le confort. Ses murs de pierre transpiraient légèrement de l'humidité qui venait de la côte du nord, et quelque part en bas, les mouettes criaient contre un vent qui sentait le sel et la vieille pluie. Rosund avait été élevée pour s'attendre à un mari qui voulait quelque chose d'elle. Si ce n'était pas de l'affection, alors au moins de l'attention. La vanité ordinaire de la possession. Ce qu'elle avait à la place, c'était Julian Ashworth, 7e duc de Hargate, âgé de 33 ans. Un homme dont les registres étaient tenus plus tendrement qu'aucune épouse ne l'avait jamais été. Dont la voix, quand il l'utilisait, portait la courtoisie plate d'un homme s'adressant à un intendant. Elle se leva du lit qu'on lui avait offert et qu'elle avait refusé. Elle trouva une chambre plus petite au bout du couloir. Sa grande cheminée était éteinte, ses draps étaient froids. Elle se dit que ce n'était pas pire que ce qu'elle avait craint. En réalité, c'était considérablement pire. Mais elle ne pleura pas. Elle n'envoya pas chercher la gouvernante pour se plaindre du courant d'air. Elle n'écrivit pas à sa sœur pour lui faire part de sa déception. Elle resta allongée dans le noir et écouta la mer. Elle décida que quoi que cette maison lui refuse d'autre, elle n'aurait pas la satisfaction de ses larmes. Ce que personne dans cette maison ne comprenait encore, c'était une chose. Rosund Eighton, devenue Rosund Ashworth, duchesse de Hargate, avait passé tout son premier mariage à apprendre à gérer un domaine. Son mari était trop amateur de boissons et de cartes pour s'en soucier. Et la même patience qui avait maintenu les terres d'Eighton à flot pendant 3 mauvaises récoltes ne serait pas si facilement brisée. Pas par un mari froid et une maison encore plus froide. Son père était mort, laissant des dettes déguisées en investissement. Son premier mari était mort, laissant des dettes qui n'étaient déguisées en rien du tout, simplement dépensées, simplement disparues, et elle l'avait enterré avec un sang-froid que le comté prenait pour de la froideur. Un sang-froid qui était, en vérité, le seul héritage qu'il lui avait laissé. La connaissance qu'un chagrin entretenu ne changeait rien, et qu'une femme qui voulait survivre à sa situation devait d'abord refuser de se laisser abattre par elle. Quand l'avoué du duc de Hargate lui avait rendu visite avec la proposition, c'était un mariage de convenance. Ses dettes restantes seraient réglées. Le nom de sa mère serait protégé de tout scandale supplémentaire. En échange d'un héritier et de rien qui ressemble à de l'affection. Elle avait accepté en moins d'1 heure. Elle ne s'était pas attendue à ressentir le refus d'affection avec une telle précision une fois qu'elle le vivait de l'intérieur. Elle était arrivée à Hargate 3 jours avant le mariage, transportée vers le nord par un coche de louage. Elle traversait une campagne qui devenait plus sauvage et plus hostile à chaque kilomètre. Le vert tendre des comtés du sud laissait place à la lande grise et à la pierre encore plus grise. Elle comprit, bien avant d'apercevoir la demeure elle-même, qu'elle laissait derrière elle la seule vie qu'elle avait connue, pour une vie construite sur des termes entièrement différents. Sa mère avait pleuré lors de la séparation, mais Rosund n'était pas tout à fait certaine si c'était de chagrin ou de soulagement, car les dettes de sa mère aussi avaient été discrètement absorbées par l'accord de mariage, un fait dont aucune d'elles ne parlait directement. Mais toutes deux comprenaient qu'il régissait chaque lettre d'adieu. Rosund n'avait pas pleuré. Elle avait appris, dans les 14 mois suivant la mort de son premier mari, que les larmes n'accomplissaient rien qu'un registre ne puisse mieux faire. Elle avait passé le voyage en coche à revoir le peu qu'on lui avait dit du duc de Hargate, qu'il était riche au-delà de la plupart des duchés d'Angleterre, qu'il était réputé froid, même pour les standards de sa classe,
et qu'il exigeait un héritier avec une franchise qui avait scandalisé même les avoués qui avaient arrangé l'union. Elle s'était attendue en arrivant à trouver un homme d'une cruauté visible. Le genre de mari qui annonce son indifférence par la négligence ou le mépris. Ce qu'elle trouva à la place était pire à sa manière, car l'indifférence, déguisée en courtoisie, ne laissait rien à quoi s'opposer, et rien contre quoi faire appel. Le manoir de Hargate n'avait pas été construit pour être aimé. Il se dressait sur un promontoire où la terre cédait la place à l'eau grise. Ses tours étaient plus anciennes que le duché lui-même. Ses couloirs étaient si froids que la gouvernante, une femme large et vigilante nommée Madame Pentagast, entretenait des feux dans des pièces que personne n'utilisait, simplement pour empêcher l'humidité d'attaquer le plâtre. Rosund apprit à connaître la maison comme elle avait appris à connaître chaque maison qui n'avait jamais voulu d'elle, en la parcourant seule, en cataloguant ses négligences, en découvrant où le toit laissait passer l'eau et où les fermes des tenanciers n'avaient pas été visitées depuis une décennie. Elle apprit en 15 jours que l'intendant du duc était incompétent et avait peur de l'admettre, que le drainage de la ferme principale était défaillant depuis 2 hivers consécutifs sans remède, et que le duc lui-même, malgré toute sa richesse, parcourait ses propres terres comme un homme purgeant une peine, plutôt qu'un homme en leur possession. Elle ne lui dit rien de tout cela directement. Elle commença simplement, avec la compétence calme et méthodique qui avait sauvé le domaine de son premier mari de la ruine, à réparer ce qui était cassé. Il lui fallut 3 semaines pour le remarquer. Il la trouva dans le bureau du domaine un mardi après-midi pluvieux. Elle était assise au bureau de l'intendant, les comptes de drainage étalés devant elle. Elle corrigeait les chiffres avec une assurance qui rendit l'intendant, qui se tenait près de la porte, visiblement soulagé d'être corrigé. Le duc resta dans l'embrasure de la porte un long moment avant qu'elle ne le remarque. Et quand elle le fit, elle ne se leva pas, ni ne s'excusa pour l'encre sur ses doigts. « Votre intendant vous a dit que les rendements de la ferme principale sont stables, » dit-elle sans préambule. « Ils ne le sont pas. Ils ont chuté depuis 2 ans parce que le champ inférieur est inondé chaque printemps. Et personne ne s'est donné la peine de creuser un nouveau canal. J'ai ordonné que ce soit fait. J'espère que votre grâce n'y voit pas d'objection. » Il n'objecta pas. Il ne dit rien du tout pendant 1 minute entière. Et quand il parla, sa voix avait perdu un peu de sa platitude. Mais pas assez pour qu'elle puisse nommer ce qui l'avait remplacé. « Vous n'avez pas pensé à me demander d'abord, dit-il. »« Je ne pensais pas que vous répondriez, dit-elle, et elle retourna à ses chiffres. Et il resta dans l'embrasure de la porte, un instant de plus avant de partir. Et elle s'autorisa, une fois que ses pas se furent estompés, une longue respiration. Une respiration qui n'était pas tout à fait du triomphe, ni tout à fait du soulagement. L'intendant, un homme nerveux et chauve nommé M. Colby, avait servi le duc précédent. Il avait hérité de son poste plutôt que de le mériter. Il mit beaucoup plus de temps à accepter les corrections d'une femme que le duc. Et Rosen se retrouva, durant son premier mois, à mener une campagne silencieuse de patience. Une campagne contre un homme qui répondait à chaque proposition avec le même refrain fatigué. Que les choses avaient toujours été faites d'une certaine manière à Hargate. Et qu'une duchesse, nouvelle au domaine, ne pouvait pas s'attendre à comprendre ses arrangements particuliers. Elle ne discuta pas directement avec lui. Elle commença simplement à tenir son propre registre, parallèle au sien. Elle y notait chaque rendement, chaque réparation retardée, chaque plainte de fermier rejetée. Jusqu'à ce que le poids des faits accumulés rende ses objections impossibles à maintenir. Quand enfin elle posa les 2 registres côte à côte devant le duc, et lui demanda de juger en quelle arithmétique d'intendant il avait confiance, sa grâce n'hésita pas. Colby fut mis à la retraite dans les 15 jours. Il fut remplacé par un homme plus jeune, choisi par le duc lui-même. Un homme qui eut le bon sens de s'en remettre à la duchesse sans avoir besoin qu'on lui montre 2 fois pourquoi la déférence le servait. C'était une petite victoire, passée inaperçue de tous sauf des fermiers, dont les toits furent réparés avant les pluies d'automne. Mais elle apprit à Rosen quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à apprendre à Hargate, que la compétence, patiemment prouvée, ne pouvait être éternellement contestée, même par une maison déterminée à la sous-estimer. Elle commença aussi à comprendre la solitude particulière de l'homme qu'elle avait épousé. Non pas par des confidences qu'il lui offrait, car il n'en offrait aucune, mais par les petites preuves accumulées d'un foyer construit autour de l'absence de sentiments.
L'aile de la nursery était vide et fermée depuis 3 ans. Le salon de musique abritait un pianoforte dont personne ne jouait. Ses touches étaient jaunies par le manque d'usage. Madame Pendergast laissa pourtant échapper que la première duchesse jouait magnifiquement, et que sa grâce n'avait pas permis que l'instrument soit accordé depuis sa mort. Comme si le silence était une forme de deuil qu'il pouvait contrôler, quand si peu d'autres choses avaient été contrôlables. Rosen ne demanda pas que la pièce soit rouverte. Elle le nota seulement, le classa avec la même attention minutieuse qu'elle accordait au compte de drainage. Un autre fait sur l'homme qu'elle avait épousé, qui lui en disait plus que ses silences ne le laissaient jamais paraître. Son travail auprès des fermiers, lui aussi, lui apprit des choses que la grande demeure ne lui aurait jamais offertes d'elle-même. Elle se rendait à cheval la plupart des matins à la ferme principale et aux chaumières éloignées. D'abord seule, puis, au fil des semaines, avec un palefrenier la suivant à une distance respectueuse. Un palefrenier qui, elle le soupçonnait, rapportait chaque détail de ses mouvements au duc, bien qu'il ne l'ait jamais mentionné directement. Elle trouva les familles de fermiers sur leur garde au début, méfiantes d'une nouvelle duchesse, à la manière des gens qui avaient vu de grandes maisons faire des promesses auparavant et les rompre sans conséquence. Mais son insistance à parcourir leurs champs elle-même, à demander des nouvelles de leurs enfants par leur nom, à revenir une deuxième et une troisième fois plutôt que de faire une seule visite de cérémonie et de repartir, usa leur réserve petit à petit. Une vieille veuve nommée Madame Parker, dont le toit de la chaumière fuyait depuis 3 hivers consécutifs, tandis que, pétition après pétition au domaine restait sans réponse, pleura ouvertement lorsque le nouveau chaume fut enfin posé. Elle dit à Rosund, en lui serrant la main avec une force qui démentait son âge, qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une duchesse se souvienne d'un nom comme le sien, et encore moins d'un toit qui fuit. Rosund lui dit doucement qu'elle, plus que toute autre femme, comprenait ce que c'était que d'être oubliée par ceux qui lui devaient mieux. Et le visage de la vieille femme se plissa d'une reconnaissance qui n'avait besoin d'aucune autre explication entre elles. C'est ce travail, plus que toute confrontation, qui commença à changer la façon dont le comté parlait de la nouvelle duchesse de Hargate. La nouvelle parvint même au salon de famille qui n'avait jamais mis les pieds sur le domaine. Jusqu'à ce que les murmures qui avaient d'abord salué son arrivée, une veuve sans le sou, mariée pour son utilité et rien de plus, cèdent lentement la place à un respect réticent. Un respect que Lady Augusta trouva considérablement plus menaçant que le scandale original ne l'avait jamais été. Il faudrait de nombreuses semaines avant qu'elle n'apprenne la nature de ce qui le rendait si froid. Mais elle en perçut les contours très tôt. De la même manière qu'on devine la forme d'une pièce dans l'obscurité, par les meubles contre lesquels on se heurte. Madame Pendergast, se dégelant peu à peu envers une maîtresse qui se souciait du drainage et des toits des fermiers plutôt que des robes et des parties de cartes, laissa entendre un soir que le duc avait été marié auparavant. Brièvement, à une femme d'une grande beauté et d'une plus grande fragilité. Elle était morte à Hargate 3 hivers plus tôt, d'une manière que la maisonnée ne discutait pas, et sa grâce n'avait pas dormi dans la chambre ducale depuis. Rosund ne posa pas d'autres questions. Elle avait appris de son propre deuil que les questions que les autres posent aux endeuillés étaient rarement des bontés, quelle que soit leur intention. Et elle accorda à son mari la même grâce qu'elle aurait souhaité qu'on lui accorde, la grâce de ne pas être forcée d'en parler. Mais la saison n'en avait pas encore fini avec elle, ni avec lui. Dans les semaines précédant l'arrivée de Lady Augusta, Rosund avait commencé prudemment à restaurer le jardin clos derrière l'aile est. Un endroit envahi par les ronces et la négligence. Madame Pendergast disait qu'il avait été autrefois la fierté de la maison, entretenue par la propre mère du duc avant sa mort. Rosund trouvait quelque chose de réconfortant dans ce travail, à mettre de l'ordre dans ce qui avait été abandonné. Et elle remarqua plus d'une fois le duc l'observant depuis la terrasse supérieure. Il la regardait alors qu'elle était à genoux parmi les roses, les manches retroussées et les mains dans la terre. Mais chaque fois qu'elle levait les yeux, il s'était déjà détourné. Comme s'il avait été surpris à faire quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de montrer. Elle n'en dit rien. Elle avait appris à ce moment-là qu'un homme si peu habitué à être observé avec tendresse avait besoin de temps avant de pouvoir être approché directement avec elle. Sa sœur, Lady Augusta Marchmont, arriva à Hargate la première semaine du 2e mois de Rosund là-bas, officiellement pour une visite. En vérité,
pour évaluer la veuve que son frère avait épousée avec la froideur transactionnelle d'un homme achetant un chien de chasse. Augusta était belle, vive et entièrement convaincue qu'aucune femme mariée pour la dette et le devoir ne pouvait valoir la considération de son frère. Et elle le dit, de la manière prudente et détournée d'une femme qui sait précisément quelle cruauté peut être administrée sous le couvert de l'inquiétude. Elle arriva avec 3 mâles et l'attente bien établie de rester 1 mois. Elle passa ses premiers jours à Hargate à mener ce que Rosamund appelait en privé une inspection. Elle examinait les comptes de la maison par-dessus l'épaule de la gouvernante. Elle interrogeait les domestiques sur les habitudes de la nouvelle duchesse. Elle faisait des remarques à portée de voix sur la rapidité avec laquelle certaines femmes apprenaient à se mettre à l'aise dans des situations qu'elles n'avaient rien fait pour mériter. Rosamund supporta cela avec le sang-froid qu'elle avait perfectionné pendant une décennie. Une décennie à être sous-estimée par des gens qui prenaient son silence pour de la soumission. Mais elle nota avec une clarté privée et non sentimentale que la campagne d'Augusta n'était pas seulement méchante, mais calculée. Elle visait moins à la blesser directement qu'à établir devant la famille élargie que le mariage était une transaction et rien de plus. Un fait à gérer plutôt qu'un lien à respecter. « J'espère que vous comprenez », dit Augusta, en prenant le thé le 4e après-midi, en rapprochant sa chaise d'une fraction, comme si l'intimité pouvait déguiser le coup qu'elle avait l'intention de porter. « Que mon frère vous a épousé pour un héritier, et rien de plus, et que vous feriez bien de ne pas confondre sa civilité avec quelque chose de plus chaleureux. Cela vous embarrasserait tous les deux, et je détesterais vous voir vous ridiculiser devant la famille. » Rosamund posa sa tasse avec une parfaite assurance, rencontrant le regard de l'autre femme sans ciller. « Je comprends bien plus de choses que vous ne me en croyez capable, Lady Augusta, dit-elle. Je comprends la dette, le devoir, et la cruauté particulière d'être estimé uniquement pour ce que l'on peut produire. Je le comprends depuis que j'ai 21 ans, quand mon propre père a clairement indiqué que ma valeur pour cette famille résidait principalement dans le mariage que je pourrais être amené à conclure. Je n'ai pas besoin de vos leçons en la matière, et je vous demanderai de ne pas confondre mon sang-froid avec l'ignorance de ma propre situation. » Augusta, qui s'attendait soit à des larmes, soit à des excuses, ne reçut ni l'un ni l'autre. Elle quitta la visite beaucoup moins certaine de son évaluation qu'à son arrivée. Elle se retira dans une chambre avec l'expression troublée d'une femme qui a, pour la première fois, rencontré une adversaire plutôt qu'une victime. Il s'avéra que le duc avait entendu la plus grande partie de cet échange depuis la bibliothèque attenante. La porte avait été laissée négligemment entr'ouverte. Et bien qu'il n'en dit rien ce soir-là, Rosamund remarqua au cours des jours suivants un changement dans la qualité de son silence au dîner. Ce n'était plus le silence d'un homme endurant sa compagnie, mais quelque chose de plus proche du silence d'un homme l'observant, faisant un calcul privé. Elle ne savait qu'en penser, et se dit fermement qu'elle ne voulait pas le savoir. Elle s'était mariée pour survivre, pas pour être scrutée, et elle ne se permettrait pas l'indignité d'espérer. Si quelqu'un avait observé attentivement, il aurait pu voir le soir précis où la fissure a commencé. Bien qu'elle se soit annoncée si discrètement que même Rosamund ne l'a reconnue que plus tard, elle était descendue dans la galerie inférieure après minuit, incapable de dormir à cause du vent qui battait le promontoire. Elle y trouva le duc avant elle, debout devant un portrait qu'elle avait remarqué, mais sur lequel elle n'avait jamais fait de commentaire. Une jeune femme, blonde et rieuse, à la mode d'il y a une quinzaine d'années. Il ne l'entendit pas approcher au début. Et pendant un instant, elle le vit entièrement sans défense, ses épaules voûtées, d'une manière que sa prestance ducale n'autorisait jamais en plein jour. Ses yeux sombres fixés sur le visage peint avec une expression qu'elle reconnut instantanément, parce qu'elle s'en était prémunie, seule, l'année suivant la mort de son propre mari. L'expression d'une personne veillant sur un chagrin que personne d'autre n'était autorisé à voir. Elle aurait dû se retirer. Elle ne le fit pas. « Pardonnez-moi, dit-elle doucement. Je ne voulais pas vous déranger. » Il se tourna et, pour une fois, ne se réfugia pas dans la courtoisie plate qui avait régi chaque échange entre eux. « C'est ma première femme, dit-il. Cecilia. Elle est morte en croyant que je lui avais manqué. Et je n'ai jamais été tout à fait certain qu'elle avait tort. » Rosamund n'offrit pas les réconforts faciles que d'autres avaient sûrement offerts, que ce n'était pas sa faute, qu'il ne devait pas se blâmer. Ces douces paroles qui demandent aux endeuillés de jouer la comédie de la guérison pour le confort de l'interlocuteur. Au lieu de cela, elle dit seulement «
Le chagrin n'exige pas d'avoir failli envers quelqu'un pour être mérité. Parfois, c'est seulement la forme que l'amour laisse derrière lui quand il ne peut plus être donné. Il la regarda un long moment à la lueur vacillante de la bougie et ne dit rien de plus. Mais quelque chose dans son attitude avait changé. Une tension de longue date s'était relâchée d'un degré si infime qu'elle aurait pu l'imaginer, si elle n'avait pas passé une vie à apprendre à lire les plus petits degrés des choses. Ce qui suivit ne serait pas mentionné avant une génération. Mais cela commença par rien de plus dramatique qu'une fréquence accrue de sa présence dans les pièces qu'elle occupait. Le bureau du domaine, le jardin clos qu'elle avait commencé à restaurer, la petite bibliothèque où elle lisait le soir plutôt que de s'asseoir en grande pompe dans le salon à attendre un mari qui ne venait jamais l'y trouver. Il commença à lui demander son avis sur les affaires des fermiers avant de consulter son intendant. Il commença, les soirs les plus froids, à faire monter le feu dans sa chambre plus haut que ne le permettait l'économie habituelle de la gouvernante. Bien qu'il n'en parlât jamais et qu'elle ne l'en remerciât jamais, tous deux observant l'étrange traité tacite de deux personnes peu habituées à la tendresse, testant si elle pouvait être offerte sans demande en retour. Un soir, une dizaine de jours après la galerie, il la trouva dans le jardin clos au crépuscule. Au lieu de se retirer sur la terrasse, comme c'était son habitude, il descendit parmi les rosiers et se tint à côté d'elle. Il ne dit rien pendant un long moment, observant son travail avec une attention qu'elle sentit plus qu'elle ne la vit. « Ma mère s'occupait de ce jardin », dit-il finalement. « Je l'ai laissé à l'abandon après la mort de Cecilia. Je ne pouvais pas supporter une chose si vivante quand tout le reste dans la maison était devenu si immobile. » Rosund ne s'arrêta pas dans sa taille, bien qu'elle adoucît sa voix pour répondre à la rare confidence qu'il avait offerte. « Les êtres vivants ne demandent pas la permission de continuer à grandir, votre grâce, dit-elle. Pas même dans les maisons qui ont décidé de s'arrêter. » Il resta silencieux un moment, puis, de manière inattendue, s'agenouilla à côté d'elle et prit lui-même une truelle. Il travailla la terre avec la même attention minutieuse qu'il accordait à ses registres. Son bel habit était oublié, et ses mains bientôt aussi sales que les siennes. Un état de débraillé qui aurait scandalisé son valet de chambre, et ravie, elle le soupçonnait, sa mère décédée depuis longtemps. Ils travaillèrent ensemble dans la lumière déclinante sans plus de mots. Et ce fut, pensa-t-elle plus tard, la première heure de leur mariage qui avait ressemblé à de la compagnie plutôt qu'à un arrangement. Ce ne fut pas longtemps après cela que l'antagoniste en lui faillit défaire ce qui avait commencé à grandir entre eux. Car elle en était venue à comprendre que le véritable obstacle à leur bonheur n'était ni sa tante ni sa sœur, mais le chagrin cuirassé qu'il portait depuis la mort de Cecilia. Il se retira pendant près d'une semaine après le jardin. Il annula leurs promenades habituelles, prit ses repas seul dans son bureau. Et Rosen comprit, sans avoir besoin qu'on le lui dise, que l'intimité, aussi petite soit-elle, l'avait effrayé plus que toutes les cruautés de sa tante ne l'auraient jamais pu. Car la cruauté, il avait appris depuis longtemps à la supporter, tandis que la tendresse ne lui offrait rien contre quoi se défendre. Elle ne le poursuivit pas. Elle avait appris, dans son propre deuil, qu'une personne qui fuit ses sentiments ne peut y être ramenée de force. On peut seulement lui laisser une porte entr'ouverte et la patience d'attendre qu'elle la choisisse. Elle continua son travail dans le jardin et le bureau du domaine, comme si rien n'avait changé. Et le 7e soir, il apparut de nouveau à ses côtés parmi les roses, n'offrant aucune explication et n'en exigeant aucune. Et elle comprit qu'il avait, à sa manière hésitante, choisi la porte. Ce fut Lady Augusta qui força la confrontation. Incapable d'accepter que l'arrangement froid de son frère se réchauffait en quelque chose qu'elle n'avait ni manigancé ni sanctionné. Elle écrivit à leur tante, la formidable douairière marquise de Waxford. Elle suggérait que la nouvelle duchesse avait ensorcelé son frère par le calcul plutôt que par le mérite. Qu'une veuve de la situation réduite de Rosund ne pouvait guère être digne de confiance pour ne pas avoir manigancé son chemin dans son estime. Et la douairière, qui possédait à la fois les moyens et la méchanceté en égale mesure, arriva à Hargate dans les 15 jours pour voir l'affaire réglée à sa satisfaction. La douairière marquise de Waxford était une femme dont la réputation la précédait de loin. Ayant enterré 2 maris et déjoué les manœuvres de 3 décennies de matrones de la haute société, qui avaient chacune, à leur tour, sous-estimé la précision de sa cruauté. Elle arriva à Hargate avec une suite disproportionnée,
pour une visite familiale. Elle s'installa dans la meilleure chambre d'amis, avec l'assurance tranquille d'une femme habituée à commander partout où elle posait le pied. Elle fut assez civile avec Rosund pendant les 2 premiers jours, bien que sa civilité portât le froid particulier d'un verdict déjà rendu et attendant simplement sa prononciation formelle. Et Rosund, qui avait survécu à pire de la part de créanciers, et pire encore de la part de la famille de son premier mari après sa mort, reconnut le schéma et refusa de se laisser presser par lui. Elle continua son travail dans le bureau du domaine et le jardin, comme si la présence de la douairière ne changeait rien. Ce qui déstabilisa considérablement la vieille femme, plus que ne l'aurait fait une hostilité ouverte, car elle s'attendait soit à la déférence, soit au défi, et reçut à la place un sang-froid qui ne lui donnait aucune prise. Elle vint dîner armée de questions pointues sur les dettes du défunt mari de Rosund. Des questions posées devant toute la maisonnée assemblée, avec la précision d'une femme qui avait répété sa cruauté à l'avance. « Dites-moi, duchesse, dit-elle, est-il vrai que votre premier mari est mort en devant de l'argent à presque tous les commerçants de 3 comtés, et que vous avez épousé mon neveu en moins d'1 an pour échapper aux conséquences ?» La table devint silencieuse. Rosund posa sa fourchette avec la même assurance qu'elle avait utilisée contre Augusta. « Il est vrai que mon mari a laissé des dettes, dit-elle. Il est vrai que j'ai épousé le duc en moins d'1 an. Il est aussi vrai que j'ai passé chaque semaine depuis à corriger la négligence d'un domaine que votre famille a laissé tomber en ruine pendant une décennie avant mon arrivée. Et je vous demanderai, madame, lequel de ces faits trouvez-vous le plus scandaleux ?» Ce fut le duc qui répondit avant que sa tante ne puisse retrouver son sang-froid. « Ma femme, dit-il, a augmenté le rendement de la ferme principale d'1/5. Elle a restauré le drainage qui était défaillant depuis avant que j'hérite. Et elle a corrigé des comptes que mon propre intendant avait trop peur d'admettre qu'ils étaient faux. Je vous invite à nommer une seule amélioration à ce domaine au cours de la dernière décennie qui n'ait pas été accomplie de sa main. La douairière, peu habituée à la contradiction, partit dans les 2 jours, et Augusta avec elle, et la maisonnée expira comme un seul homme. Bien que Rosund remarqua, avec un plaisir privé, et non gardé qu'elle ne se permit pas d'examiner de trop près, que son mari l'avait défendue, non pas avec la courtoisie plate du devoir, mais avec quelque chose qui ressemblait sans équivoque à de la fierté. Il vint la trouver ce même soir, dans la petite bibliothèque, où elle s'était réfugiée, avec un livre qu'elle ne lisait pas. Il se tint dans l'embrasure de la porte un long moment, et elle vit dans son attitude l'hésitation particulière d'un homme peu habitué à admettre ce qu'il veut. « Je ne vous ai pas épousé en m'attendant à être défendu par vous, dit-il. Ni ne vous ai-je épousé en m'attendant à être capable de vous défendre, répondit-elle. Il semble que nous nous soyons tous deux trompés sur bien des choses. » Il traversa la pièce et s'assit, non pas à côté d'elle, mais assez près pour que la distance entre eux soit devenue, sans qu'aucun d'eux ne l'annonce, une question de choix plutôt que d'arrangement. « Ma tante n'a pas entièrement tort d'être méfiante, dit-il après un moment. Je vous ai épousé pour exactement les raisons qu'elle a nommées. Un héritier, un règlement de dette, un arrangement pratique qui n'exigeait rien de moi que de la civilité. Je n'imaginais pas qu'il y aurait quoi que ce soit de plus, et j'avoue que je ne le voulais pas. » Rosund le regarda fixement. « Et maintenant, dit-elle, maintenant je trouve que je m'oppose à mon propre arrangement, dit-il, et l'aveu sembla lui coûter quelque chose. Un petit déverrouillage, qu'elle vit passer sur son visage. « Je n'ai pas dormi dans la chambre ducale depuis la mort de Cecilia, continua-t-il, encore plus bas. Je vous ai dit de dormir là où vous vous sentiriez le plus en sécurité, parce que je ne savais pas comment vous offrir plus, et je ne croyais pas mériter de l'offrir. » Rosund ferma son livre. « Je ne vous ai pas demandé de mériter quoi que ce soit, votre grâce, dit-elle. Je vous ai seulement demandé d'être honnête, et vous y êtes enfin parvenu. » Il faillit sourire, une expression si inhabituelle sur son visage qu'elle le transforma entièrement, adoucissant une attitude qu'elle avait cru figée en permanence dans la glace. « Julian, dit-il, mon nom est Julian, vous êtes ma femme. J'aimerais que vous l'utilisiez. Alors vous devez utiliser le mien, dit-elle. Et pour la première fois depuis sa nuit de noces, elle le vit la regarder comme un homme regarde quelqu'un qu'il a l'intention de garder. Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de retournement de situation théâtrale.
Seulement l'accumulation lente de petites honnêtetés entre deux personnes qui avaient chacune passé une grande partie de leur vie à se croire indignes d'être choisies plutôt que simplement acquises. Il commença à se promener sur les terres avec elle plutôt que seul. Elle commença à trouver certains matins que le feu dans sa chambre avait été allumé de sa propre main avant que les domestiques ne se lèvent. Un fait que Madame Pentagast rapporta avec la satisfaction particulière d'une gouvernante qui avait vu une maison froide commencer enfin à se réchauffer. Aucun d'eux ne parla d'amour, pas encore. Tous deux trop méfiants d'un mot, qui leur avait coûté si cher à tous les deux par son absence. Mais la distance entre les deux chambres se réduisit de quelques centimètres, puis de rien du tout, jusqu'à ce que la question qu'elle avait posée lors de sa nuit de noces, où elle devait dormir, se résolve d'elle-même. Non pas par une déclaration, mais par l'accumulation silencieuse et non dramatique d'un mariage qui était, contre tous les termes de son contrat, devenu un partenariat qu'aucun d'eux n'avait pensé espérer. Il y a des arrangements et il y a des mariages, et les deux sont rarement la même chose. Mace Rosalind Ashworth, duchesse de Hargate, apprit au cours de ce premier hiver que les deux pouvaient, en de rares occasions, devenir l'un l'autre, avec assez de patience et assez d'honnêteté. Et deux personnes prêtes à déposer les registres de leurs anciens chagrins assez longtemps pour remarquer ce qui avait tranquillement grandi dans l'espace entre eux. Le domaine prospéra sous sa main et son attention retrouvée. Les fermes qui avaient périclité pendant une décennie retrouvèrent leur plein rendement en 2 ans. Les visites de Lady Augusta devinrent peu fréquentes et considérablement plus civiles. Et la douairière marquise ne remit plus jamais en question la valeur de la femme qui avait corrigé une décennie de négligence de sa famille en une seule saison. Au printemps suivant, le salon de musique avait été rouvert, son pianoforte accordé sur les instructions discrètes de Julian, bien qu'aucun d'eux n'en joua particulièrement bien. Et le son des gammes maladroites et rieuses flottant dans le couloir devint pour la maisonnée le signe le plus sûr que la froide demeure sur le promontoire avait enfin appris à être habitée plutôt que simplement subie. L'aile de la nursery, elle aussi, fut aérée et repeinte avant la fin de l'année. Ses volets furent ouverts à la lumière de la mer pour la première fois en 3 ans. Non pas suite à une annonce de Rosund, mais à une certitude tranquille qui s'était installée sur la maison comme le changement d'une saison. Une certitude qu'aucun d'eux ne nommait à voix haute, mais que tous deux, à ce moment-là, avaient commencé à espérer en égale mesure. Madame Pentagast, observant la nouvelle peinture depuis le couloir, avec une expression qu'elle ne fit aucun effort pour dissimuler, remarqua à personne en particulier que Hargate n'avait pas senti le plâtre frais et l'espoir depuis de très nombreuses années, et qu'elle, pour sa part, n'avait pas l'intention de se plaindre du changement. Des années plus tard, lorsque leur fille aînée demanda pourquoi le portrait d'une femme aux cheveux blonds était toujours accroché dans la galerie inférieure, à côté d'un portrait plus récent de sa propre mère, Rosund lui dit doucement que le chagrin et l'amour n'étaient pas ennemis, qu'une maison pouvait contenir le souvenir d'une perte et la substance d'un second bonheur sans que l'un ne diminue l'autre, et que son père lui avait appris, à sa manière discrète, qu'une blessure honnêtement nommée était une blessure déjà à moitié guérie. Elle raconta aussi à sa fille, la nuit de noces, qu'elle avait passée seule dans une chambre froide au bout du couloir, et la question qu'elle avait posée à un étranger qu'elle ne savait pas encore qu'elle finirait par aimer. Et sa réponse, aussi maladroite et insensible qu'elle ait pu paraître à l'époque, qui s'était avérée, au fil des ans, avoir été la plus vraie gentillesse qu'il savait offrir à une femme en qui il n'avait pas encore appris à avoir confiance pour quelque chose de plus chaleureux. Ce n'était pas, dit-elle à sa fille, la réponse d'un homme cruel, mais d'un homme effrayé, et les deux étaient rarement aussi différents que le monde aimait à le prétendre. Il n'y eut pas de scandale, pas de retournement de situation, pas de justification publique devant la haute société assemblée. Seulement le triomphe silencieux de 2 personnes qui s'étaient mariées pour survivre, et qui étaient restées pour quelque chose qu'aucune d'elles n'avait osé, au début, appeler par son vrai nom. Les mouettes criaient toujours sur la pierre froide de Hargate chaque matin, et la mer sentait toujours le sel et la vieille pluie. Et entre ces murs, enfin, une duchesse, à qui l'on avait autrefois offert rien de plus que la liberté de dormir là où elle se sentait le plus en sécurité, avait construit à la place un foyer où elle ne souhaitait plus dormir nulle part ailleurs.
Nulle part ailleurs.